Bonjour à tous, excusez-nous pour le retard et bienvenue à cette première table ronde pour cette seconde édition des 24 heures du climat. Une table ronde qui s'intitule Rénovation énergétique, incitation ou obligation. Donc j'ai le grand honneur d'animer cette heure de conférence et je vais commencer par me présenter avant de présenter nos quatre intervenants. Donc je suis Maxime Ledet, chargé de recherche à ICATSE, l'Institut de l'économie pour le climat, et je travaille sur les questions d'investissement dans la transition écologique et leur financement. Donc, le panel d'intervenants de cette table ronde est composé de Jean-Charles Collaroy, député de l'Isère du groupe parlementaire La République En Marche, de Célia Gauthier, responsable climat-énergie à la Fondation Nicolas Hulot, Audrey Zermati, directrice de stratégie au sein de la société EFI, et enfin d'Andreas Rudinger, chercheur associé à l'ISRI. Donc, cette table ronde se déroulera en deux temps. Un premier temps de 35 minutes où nos quatre intervenants répondront à la question à tour de rôle et aussi émettront donc une proposition de politique publique en lien avec la question de la rénovation énergétique. Puis donc un second temps de 20 minutes où nous aurons un temps d'échange notamment sur la base de vos questions. Avant de passer la parole à notre premier intervenant, je précise deux choses à notre auditoire. D'abord, le titre ne le précise pas, mais nous nous concentrerons sur la question de la rénovation énergétique des logements privés. Il est difficile d'aborder par souci de temps et non par manque d'intérêt la question de la rénovation énergétique pour les autres parcs de bâtiments. Et vous pouvez poser vos questions sur la plateforme YouTube. Et éventuellement, je reprendrai ces questions et je pourrai les adresser à nos intervenants lors du temps d'échange. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur le député Jean-Charles Collaroy, rattaché au groupe parlementaire La République En Marche et référent national transition énergétique pour En Marche. Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Permettez-moi de remercier aussi, bien sûr, Anthony Cellier, mon collègue député du Gard. On travaille ensemble très souvent sur les questions énergétiques à l'Assemblée nationale et merci en tout cas pour l'organisation de cette journée et pour les partenaires. Je veux saluer aussi l'ensemble des intervenants de la table ronde que je connais. Bien sûr, vous l'avez déjà dépeint, le constat va être rapide, mais sur le bâtiment, c'est un des secteurs les plus responsables des émissions de CO2, un quart des émissions de CO2 de la France, et puis en termes de consommation d'énergie finale, 44%. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur de s'attaquer au secteur du bâtiment. Vous avez parlé du résidentiel, mais le tertiaire aussi. Et puis, en France, 50% des logements que nous habitons sont construits avant 1975 et l'arrivée des premières réglementations thermiques. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur sur ce sujet. Alors, peut-être une petite première partie de bilan de l'action depuis 2017, même si on s'est appuyé sur des mesures précédentes. Et moi, je veux quand même saluer aussi tout ce qui a été fait par le passé, les réglementations thermiques qui sont devenues des réglementations environnementales, avec de plus en plus la prise en compte, certes, des consommations, qui était notre focus avant, un peu le seul focus qu'on regardait, et de plus en plus les émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone. Je voudrais parler du Grenelle de l'environnement, effectivement, qui a été aussi un boost majeur autour de Jean-Louis Borloo, qui a mis un focus dans les années 2007-2010 sur ces sujets-là. La loi pour une croissance verte en 2015, et puis aussi le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Peut-être Audrey Zermati en parlera, mais ça, ce sont des choses qui ont été lancées par le passé et qui sont très importantes en termes de rénovation. Alors, en termes de mesures, il y a à la fois des mesures budgétaires et puis des mesures sur l'aspect législatif et réglementaire. Sur le budgétaire, moi, je veux bien sûr parler du plan de relance, 30 milliards d'euros mis sur la transition écologique et une grande partie sur la rénovation des bâtiments. Donc, ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais malgré tout, moi, dans beaucoup de visites que je fais sur le terrain, je vois la rénovation de gendarmerie, les plans campus, le CSTB, tiens, j'étais sur ma circonscription à JR, et bien des rénovations de bâtiments. Et ça, quand même, il faut le saluer. Et d'ailleurs, je crois qu'I4C, mais d'autres think tanks comme Carbone 4 ou d'autres mentionnent que ces 30 milliards d'euros, quelque part, ça donne le là des investissements qu'il faudrait faire et être capable de pérenniser dans les 10 ans qui viennent sur la transition écologique. Et MaPrimeRénov', par exemple, qui est un dispositif intéressant, moi je vais en parler aussi sur les mesures budgétaires, on a transformé le CITE, qui était un crédit d'impôt, en prime. Ça, c'est très important parce que pour les ménages précaires en particulier, eh bien, on a redimensionné les dispositifs vers eux et
ils ne sont pas obligés d'attendre une année pour toucher finalement les dispositifs qui aident à la rénovation. Eh bien, c'est un succès. On parlait de 400 000 logements, ça va être 800 000 cette année qui vont pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov'. Et il y a eu des annonces récemment du Premier ministre qui montrent qu'on va pérenniser bien les 2 milliards d'euros qui ont été mis dans le cadre du plan de relance en 2020-2021 pour les années suivantes. Et ça, c'est très important d'avoir cette trajectoire pour la rénovation. Je veux parler aussi d'un grand plan d'éradication des chaudières au fioul. On n'en parle plus trop là dans le bilan, mais c'est quelque chose qu'on a lancé en 2018 et qui est très important. C'est un plan sur 10 ans. Je crois que c'est 4 millions de foyers qui sont chauffés au fioul. On a à la fois un plan pour accompagner avec des incitations très fortes à la conversion de ces chaudières, et puis aussi l'interdiction d'en remettre dans les bâtiments neufs, dans les rénovations que nous faisons. Si en 10 ans on sort de ces chaudières au fioul, en termes de gains français pour les économies de CO2, c'est vraiment très très massif. Sur les lois et règlements, je vais passer assez vite, mais le décret tertiaire concerne effectivement les bâtiments de bureaux, les bâtiments tertiaires. C'est très important et c'est une incitation forte à agir. Et puis, il y a bien sûr la loi Elan qui a renforcé le DPE et qui l'a rendu opposable. C'est vraiment très important d'avoir finalement solidifié cette photographie de nos bâtiments et puis l'aspect conseil qui va avec, et le fait de le rendre opposable par les locataires ou les futurs propriétaires qui achètent un logement. Donc ça, c'est très important. Et puis dans la loi énergie-climat, sur laquelle on a beaucoup travaillé avec Anthony Sellier, moi je suis très fier d'ailleurs que à l'occasion de cette loi, avec Anthony, on ait porté un amendement pour intégrer le fait que la programmation pluriannuelle de l'énergie serait maintenant une loi et plus seulement un décret. Donc ça, je voulais saluer cette action qu'on a menée avec Anthony. Mais sur l'aspect logement, eh bien, on a rendu l'audit énergétique obligatoire dans les transactions, et on va le voir se mettre en œuvre assez rapidement. On a mis la neutralité carbone de la France à horizon 2050 dans la loi. C'est quand même une division par 6 de nos émissions, et donc du coup, ça irrigue l'ensemble des secteurs qui sont concernés. Et puis, on a commencé à introduire un critère de décence. C'est-à-dire qu'on a été capable de dire qu'il devenait indécent de louer certains logements, en particulier les passoires thermiques F et G. On l'a introduit dans la loi énergie-climat et c'est quelque chose qu'on a renforcé dans la loi climat et résilience issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Alors l'idée dans la loi climat et résilience, c'est de se dire que progressivement, pour les passoires thermiques F et G, 4,8 millions de passoires, eh bien, on va renforcer les dispositifs pour essayer d'inciter, voire de contraindre à la rénovation. Sur ces 4,8 millions de passoires F et G, on a vraiment mis beaucoup de pression sur les locations, c'est-à-dire 1,7 million de passoires, avec des étapes. Les G pour 2025, 600 000 logements, les F pour 2028, 1,7 million de logements en tout, et puis les E pour 2034. On a interdit aussi l'augmentation des loyers, et puis pour les propriétaires occupants, on est plus sur de l'incitation forte, où à l'issue de la commission Sichel, on a renforcé 2 choses, l'accompagnement dans les parcours de rénovation et l'accès à des prêts facilités, bonifiés à la rénovation. Et j'ai vu que la Poste et le Crédit Mutuel s'étaient engagés là-dedans. Donc voilà un peu les différentes étapes que je voulais mentionner. Peut-être un mot sur les points d'attention, les points de vigilance qu'on est dans le futur. D'abord, c'est sur le plan politique, c'est trouver le bon équilibre entre les incitations et les contraintes et les obligations. C'est vrai qu'on n'est pas allé aussi loin que ce que souhaitaient les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, qui eux souhaitaient une obligation de rénovation, rénovation globale qui plus est. Donc en fait, on parle de passage de E, F, G du DPE à la tranche A et B, c'est ce qu'ils souhaitaient, pour l'ensemble des passoires thermiques dans les 5 ans qui viennent. C'est vrai qu'on est allé sur quelque chose de plus progressif, les propriétaires bailleurs d'abord, ensuite des incitations et puis des points d'étape, quitte à durcir les dispositifs dans les prochaines années si on n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est important parce que
on essaye de trouver le bon équilibre entre des mesures incitatives et des mesures qui ne braquent pas. Parce que si on braque trop les citoyens, la crainte, c'est aussi d'avoir un phénomène de gilet jaune du logement, comme on l'a connu un peu quand on a augmenté la trajectoire carbone sur les carburants. Eh bien, on peut avoir des citoyens qui se retrouvent démunis et qui n'ont pas les 30, 40 000, 50 000 euros que nécessite une rénovation profonde, lourde, globale, qu'impose finalement un saut de classe de DPE. Et donc, à la fois, on a essayé d'être très volontariste, mais aussi d'être équilibré. Et politiquement, c'est quand même un sujet majeur de trouver le bon équilibre. Dans les points de vigilance que je veux citer, il y a bien sûr la formation des acteurs et la qualité des prestations réalisées. D'abord, moi, je suis inquiet sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. C'est un des enjeux majeurs parce qu'on cite toujours le sujet de l'argent à investir dans la rénovation énergétique. En fait, on s'aperçoit qu'il y en a de l'argent dans le secteur privé. Les C2E sont des dispositifs. L'Europe aussi va faire des grands plans. Le plan de relance le montre. Mais souvent, ce qui freine la rénovation de qualité, c'est de trouver les acteurs. On le voit aussi aujourd'hui avec l'engorgement lié au sujet des matières premières, mais aussi au carnet de commandes des ouvriers et des artisans. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Former aujourd'hui rapidement, et on voit que les plans de formation, les plans d'alternance que présente le gouvernement sont vraiment fondamentaux pour réussir la transition énergétique dans les 10 prochaines années. Ensuite, il faut que ça profite à des entreprises françaises. Ça, c'est un point politique fondamental parce que si on veut que les citoyens français qui devront faire des efforts dans les 10 prochaines années, très forts sur le sujet de la transition écologique, eh bien, acceptent ces efforts, il faut qu'il y ait la prise en considération que ça profite à l'emploi et aux entreprises françaises et à la France. Et il ne faut pas connaître les dérives qu'on a connues sur les panneaux solaires, par exemple, où tout le marché a été décalé en Chine et on voit des effets de bord et on ne comprend plus bien ce qui s'est passé. Sur la rénovation à 1 euro, par exemple aussi, sur les travaux d'isolation à 1 euro, là aussi, on a vu des dérives avec des entreprises étrangères et des travaux qui n'étaient pas très bien faits. Donc ça, c'est très important que cela profite aux entreprises françaises et que ça ait du sens pour l'ensemble des citoyens. Et puis, bien sûr, les sujets de labellisation et de qualité des prestations réalisées, ça va de pair avec le contrôle à mettre en œuvre. Mais ça, c'est fondamental parce qu'on peut avoir des déconvenues très fortes. Et on voit qu'il y a ce qu'on appelle des effets rebonds, c'est-à-dire qu'on croit qu'on va faire énormément d'économies d'énergie en rénovant tout un parc, et puis il y a des gains de confort, des gens qui sortent de la précarité, et donc on a moins d'économies que ce qu'on imaginait. Il y a des travaux qui ne sont pas aussi bien faits que ce qu'on imaginait. Il y a le sujet de la réindustrialisation, de l'électrification des usages, qui va faire qu'on va avoir un effet rebond qui fait qu'aujourd'hui, on a des polémiques entre est-ce qu'on va consommer plutôt 550, 600 TWh d'électricité ou plutôt 750. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui de bien connaître cette trajectoire pour les choix qu'on a à faire. Ensuite, l'accompagnement. Monsieur le député, je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Très bien. Et bien voilà, donc l'accompagnement nécessaire. Ça, c'est fondamental et aujourd'hui, on a un engagement administratif qu'il faut résoudre. Il y a la pérennité, la stabilité des normes et la simplicité de l'accès. Et puis, il y a associer les acteurs et les collectivités locales. Aujourd'hui, on doit mieux clarifier qui fait quoi dans les collectivités locales et mieux associer, en particulier, relancer la construction au niveau des maires. Sur la mesure que je voudrais promouvoir, c'est le fait de bonifier le chèque énergie si des travaux de rénovation sont faits. Le chèque énergie, moi, je suis très fier de cette mesure qu'on a dynamisée puisque on a élargi l'assiette. On est passé de 3 millions à 5 millions et demi, 6 millions de bénéficiaires et on est passé de 100 euros en moyenne à 150 euros, 200 euros en moyenne pour les bénéficiaires. On va l'augmenter de 100 euros dans le plan de relance, dans le plan de finances qu'on fait à la fin de l'année. Donc, on va être sur une enveloppe de 200, 250 euros par bénéficiaire, 5 à 6 millions de bénéficiaires. Eh bien, moi, la mesure que je propose, c'est de doubler ce chèque énergie si le bénéficiaire investit dans des travaux de rénovation. Parce qu'aujourd'hui, c'est une mesure de pure justice sociale, c'est-à-dire que le chèque énergie peut être utilisé pour autre chose que des travaux de rénovation, payer ses factures, certes. Eh bien, moi, je dis que si en plus le bénéficiaire investit dans des travaux de rénovation, c'est-à-dire sort quelque part de cette situation où il paye très cher ses factures, eh bien, on devrait pouvoir bonifier, par exemple, le doubler, passer de 250 à 500 euros d'aide si des travaux de rénovation sont faits. C'est une mesure que je porterai dans le prochain PLF. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Je passe la parole maintenant à Célia Gauthier, responsable climat et énergie de la Fondation Nicolas Hulot. Merci, bonjour à toutes et à tous.
Il y a beaucoup à dire sur ce que Monsieur le député vient de dire, mais je vais essayer déjà de reprendre un peu le fil de ce que je voulais vous dire par rapport à la question qui était posée, incitation ou obligation pour agir sur la rénovation énergétique. Alors, pour la Fondation Nicolas Hulot, c'est pas ou incitation ou obligation, c'est incitation et obligation. Et force est de constater aujourd'hui que le dispositif politique, y compris avec les modifications apportées par la loi Climat et Résilience, ne suffit pas, tant en matière d'incitation qu'en matière d'obligation. Donc, je vais prendre l'exemple des premières demandes qui ont été effectuées auprès de MaPrimeRénov', donc pour le premier semestre. On est sur un dispositif qui est incitatif pour des gestes isolés de rénovation. Donc, 82% des demandes effectuées au premier semestre 2021 pour MaPrimeRénov' sont des changements de chaudière. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas financer le changement de chaudière. Je dis juste que ça ne fait pas baisser la facture des ménages et ça réduit marginalement les émissions de CO2. Le logement, comme vous le savez, et les bureaux, c'est un quart des émissions de CO2 de gaz à effet de serre de la France. C'est un point de passage obligatoire. C'est un point de passage obligatoire pour atteindre la neutralité carbone que de rénover de manière performante l'ensemble de ce parc. Donc, si on perd du temps à faire des gestes de rénovation isolés uniquement, parce que c'est presque de ça dont il s'agit, à part pour les ménages financés par l'ANA, qui sont des ménages modestes et très modestes, si on perd du temps, eh bien, en fait, tout simplement, on renonce à notre objectif de neutralité carbone. Je précise que la France a été condamnée par le tribunal administratif de Paris pour carence fautive sur la question de la rénovation énergétique par rapport aux objectifs climatiques, puisque les retards sur la trajectoire de rénovation énergétique font que la France ne respecte pas pour l'instant les objectifs SNBC. Donc, il y a bien une responsabilité politique derrière tout ça. Et donc, je vais apporter quelques solutions pour que la politique de rénovation énergétique soit à la fois plus juste, plus efficace du point de vue social et aussi plus efficace du point de vue climatique. Donc, il va falloir d'abord augmenter les incitations et les réorienter vers la partie performante, c'est-à-dire progressivement les faire transiter vers des rénovations qui seront de plus en plus qualitatives, de plus en plus performantes. Une rénovation performante, ce n'est pas une rénovation telle qu'elle est définie dans la loi Climat et Résilience, c'est-à-dire y compris pour l'étiquette C du DPE. C'est une rénovation qui permet des gains substantiels d'énergie qui peuvent aller de 400, 600, parfois 1 000 € par an et qui véritablement se situent grosso modo au niveau des étiquettes A et B du DPE. C'est ça une rénovation performante. On l'a fait soit de manière globale en une fois, soit en 3 fois maximum. Donc quand vous financez les chaudières, vous ne faites pas une rénovation performante, vous aidez les ménages à changer de moyen d'énergie. Mais malgré tout, ou moyen de chauffage. Malgré tout, il va falloir faire transiter les aides et donc pour ça, inciter davantage les ménages à un bonus beaucoup plus incitatif pour la rénovation performante. Et nous, à la Fondation, on n'a aucun problème à dire que ça peut être aussi pour les ménages aisés et les classes moyennes. Mais il faut vraiment, 3 000 € pour une rénovation performante pour un ménage aisé, ce n'est pas assez. Une rénovation performante, ça coûte 50 000 € minimum. Donc, il faut que l'État mette la main à la poche. Et en fait, l'obligation de rénovation à terme, c'est surtout une obligation pour l'État et les acteurs de la filière. Ce n'est pas une obligation pour les ménages. Obliger à la rénovation thermique, c'est surtout obliger l'État et les collectivités territoriales à être à la hauteur de leurs engagements climatiques et sociaux. Donc, il faut faire grossir en fait la part du gâteau pour pouvoir inciter davantage à la rénovation globale. Il faut faire grossir le gâteau global. Aujourd'hui, on a effectivement un budget MaPrimeRénov' qui a été renouvelé pour 2022 de 2 milliards. En fait, c'est le montant du CITE, du crédit d'impôt transition énergétique en 2018, grosso modo. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment un choc d'investissement public, là. On est dans une situation qui est trop grave, tant du point de vue climatique que du point de vue de la précarité énergétique qui s'accroît avec la hausse des prix de l'énergie, vous l'avez mentionné, monsieur le député. Il faut un choc d'investissement public. Donc, il faut multiplier par 4, dès l'année prochaine, les investissements publics dans la rénovation.
Et ça, c'est pour que le reste suive. On peut effectivement se dire quid de la poule et de l'œuf, qu'est-ce qui arrive avant, mais tant qu'on n'a pas les moyens sur la table pour former, pour que les ménages puissent lancer les travaux, pour pouvoir accompagner les ménages, désengorger effectivement les espaces verts et l'ANA, etc., tant que ces moyens publics ne sont pas sur la table, on se retrouvera dans cette situation finalement d'insuffisance des travaux et de qualité insuffisante des travaux. Il faut aussi que pour les ménages modestes et très modestes, eh bien, le reste à charge se rapproche de zéro, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand vous avez même 10%, soit 5 000 € sur une rénovation globale de 50 000 € à payer et que vous êtes un ménage modeste, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, donc vous ne faites pas. Il y a aussi un enjeu de simplification des aides, bien sûr, on le sait, les ménages ne savent pas qu'ils peuvent cumuler différents types d'aides et d'accompagnement, mais les choses s'améliorent un petit peu. Malgré tout, ça reste encore très complexe, et en particulier pour les ménages qui sont de la classe moyenne inférieure, qui effectivement pourraient se sentir coincés. Ensuite, j'en viens pour terminer à la question des obligations. Il va falloir accepter que pour tenir nos engagements climatiques, il faut obliger à la rénovation thermique. Alors, vous l'avez mentionné, il y a une obligation qui existe sur les passoires thermiques en location, qui va s'instaurer à partir de 2025, mais ça ne concerne que les passoires thermiques en location. 1,7 million, il y en a 2,4 millions de passoires en location. Et du coup, pour le reste des passoires, aujourd'hui, nous n'avons pas les outils pour s'assurer qu'en 2030, il n'y a plus de passoires thermiques dans le parc immobilier français. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité, c'est ce que le Haut Conseil pour le climat a mentionné. Il va falloir s'obliger à rénover l'ensemble du parc, y compris pour les propriétaires occupants, et donc que ça soit effectif assez rapidement. Et pour ça, nous proposons, avec un grand nombre d'acteurs, est-ce que d'ici 2030, on installe progressivement cette obligation et qu'entre maintenant et 2030, cette obligation, elle passe avant tout, de manière progressive et conditionnelle, à une obligation de passer par la case de consulter lorsqu'on achète une maison, qu'on rénove, on ravale la façade d'un immeuble en copropriété, on passe par la case assistance à maîtrise d'ouvrage. On va consulter une assistante à maîtrise d'ouvrage pour qu'elle nous conseille sur les offres techniques et financières de rénovation du bien et de rénovation performante. Parce que quand on achète une maison, c'est le meilleur moment pour réaliser une rénovation, si vous voulez, de fond en comble, une rénovation performante. Si l'offre technique et financière n'est pas disponible pour le ménage, on peut accepter qu'elle ne soit pas mise en œuvre, qu'elle ne soit pas mise en place, et que finalement, il faille que la profession, les financements montent en puissance, mais on a jusqu'à 2030 pour le faire. Si en revanche elle est disponible, il faut que le ménage puisse rénover. Et donc là, j'en reviens à mon point initial, qui était que obliger à la rénovation énergétique de l'ensemble du parc, et pas uniquement des passoires en location, c'est d'abord obliger l'État et les acteurs à monter les financements en puissance, à monter les compétences en puissance et à être au rendez-vous de cette rénovation. Merci beaucoup, Célia Gauthier. Donc, je récapitule. Donc, il faut plus d'incitation, donc plus de moyens publics et aussi davantage d'obligations pour avoir des niveaux de rénovation énergétique satisfaisants. Je passe le micro maintenant à Audrey Zermati, directrice stratégie au sein de la société EFI, qui nous fera un retour sur les progrès ou non qui ont été réalisés au cours des dernières années. Très bien, merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à la table ronde. Je vais commencer par dire quelques mots très rapides sur EFI pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise de laquelle je parle. Donc, EFI, c'est une entreprise qui accompagne des particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement. Aujourd'hui, on a à peu près 100, entre 1000 et 2000 rendez-vous par jour avec des ménages qui ont un projet de rénovation énergétique. Et on accompagne tous les ans environ 100 000 personnes dans leur projet de rénovation énergétique. Et donc, dans mon intervention de ce matin, j'ai envie vraiment de la tirer du terrain, de l'expérience du terrain et peut-être, puisqu'on est, on va dire, à la fin, presque à la fin du quinquennat, de faire un petit bilan, un peu comme Jean-Charles Collaroy, mais je dirais moi du côté terrain et des acteurs du terrain et des clients. Est-ce que remontent les clients aujourd'hui sur comment ils perçoivent justement cette réflexion sur qu'est-ce qui déclenche l'envie
et le besoin de faire des travaux de rénovation énergétique. Parce que derrière la question incitation ou obligation, c'est bien cette question-là. C'est quoi qui déclenche l'envie et le besoin des gens de faire des travaux de rénovation énergétique. Et donc, moi, je vais axer mon intervention sur trois déclencheurs qui me paraissent importants et qui vont reprendre un petit peu finalement les politiques publiques qui ont été menées jusqu'à présent. Le premier déclencheur, c'est effectivement les incitations, les aides, mais pas n'importe quelle aide. Et on voit que des aides, il en existe depuis plus de 20 ans. On a eu des crédits d'impôt, on a eu des exonérations fiscales, on a eu des TVA déduites. Donc, on a quelque part pléthore d'outils financiers et d'incitation qui existent. Et pour autant, il n'y a pas de véritable décollage aujourd'hui sur le sujet de la rénovation énergétique. Alors, pourquoi? Peut-être parce que jusqu'à présent, on avait du mal à avoir des outils simples et lisibles. Et nous, on voit très bien que plus l'outil est simple, lisible, et mieux il est approprié par le consommateur. Et ça, c'est essentiel à avoir comme perception et remontée des clients. Le sujet de la rénovation énergétique, c'est un sujet complexe. Le sujet des aides, ça rajoute de la complexité au côté technique de la rénovation énergétique. Et donc, si on n'a pas cette lisibilité, cette simplification des aides, on est aujourd'hui dans une difficulté à les promouvoir. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a une grosse partie des particuliers qui ne savent pas qu'ils ont accès à ces aides parce qu'ils ne les comprennent pas forcément et ne se les approprient pas. Et là, peut-être qu'il faut souligner l'avancée avec MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', donc, qui est apparue fin 2019 dans le PLF 2020, c'est une prime qui est ouverte à tous, quel que soit le niveau de revenu, propriétaire occupant son logement ou bailleur. Et ça, c'est extrêmement important. Jusqu'à présent, on avait quand même des aides qui étaient très dédiées à certaines catégories de public. On avait des aides pour les ménages très modestes, des ménages pour les ménages modestes, des ménages pour les hauts revenus. Là, on a effectivement une progressivité de MaPrimeRénov', mais dans la communication qui a été faite, elle est ouverte à toutes. Et ça change complètement la donne dans l'appropriation par le consommateur. Moi, j'ai des gens qui ne me parlaient jamais de rénovation énergétique, qui ont commencé à m'en parler parce qu'ils ont su qu'ils étaient éligibles aux aides, plutôt dans une catégorie aisée. Il y a la question du caractère cumulable des aides. Jusqu'à présent, on avait des aides qui n'étaient pas cumulables entre elles, sur les modalités d'accès qui n'étaient pas cumulables. Et donc, ça rendait encore plus complexe la possibilité d'avoir accès à ces aides. MaPrimeRénov' est devenu cumulable avec d'autres dispositifs nationaux, les certificats d'économie d'énergie, mais aussi les aides locales. Et puis, ce sont des aides qui, cumulées, peuvent couvrir jusqu'à 90% du devis des travaux. Donc, avec des restes à charge qui restent très faibles, notamment principalement pour les plus modestes. Et puis, c'est des aides qui sont dédiées à tous les types de travaux, des plus simples aux plus lourds. Et là, je vais m'arrêter quelques instants parce que on aura peut-être la discussion après dans le débat, mais moi, quand j'entends que le remplacement d'une chaudière ne fait pas d'économie de facture ou ne permet pas des économies de CO2, voilà, j'ai besoin de réagir parce qu'on a changé à peu près 30 000 chaudières fuel dans les 2 dernières années. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le prix du fuel est à peu près à 1 € le litre. Donc, quand on remplit sa cuve de fuel, on est à peu près à 2 500 € de facture d'énergie annuelle. Quand on passe à une pompe à chaleur, quand on passe à une chaudière ENR, on est à peu près à moins de 1 000 €. On a entre 850 et 900 € de facture. Donc, ça, c'est ce qu'on constate, nous, chez nos clients. Donc, le fait de dire que de ne pas changer de chaudière ne permet pas une économie de facture, et notamment pour les ménages les plus modestes, c'est quelque chose voilà, je voudrais juste aller à l'encontre de cette affirmation. Et donc, on voit comment une aide, le lancement d'une aide qui est simple, cumulable, lisible, a eu un effet massif sur l'intérêt des consommateurs pour la rénovation énergétique. Et juste un petit exemple, chez nous, quand on a eu les vagues médiatiques, et notamment au lancement début 2020 de MaPrimeRénov', on a eu un bond de 20 à 30% sur nos sites. Nos sites, ils sont dédiés à la rénovation énergétique. On n'y vient pas par hasard. Donc, le fait d'avoir une lisibilité très forte sur ces aides, c'est extrêmement important pour l'intérêt et l'incitation du consommateur. Au-delà de la lisibilité, il faut que l'incitation soit durable. Parce qu'en termes d'appropriation par le consommateur et par le secteur de ces nouvelles incitations financières, ça va prendre du temps de s'approprier les critères d'éligibilité, les travaux concernés, les modalités de recours. C'est long. Donc, il faut absolument avoir de la pérennisation sur les aides, mais aussi sur les modalités de mise en place de ces aides. Aujourd'hui, MaPrimeRénov', c'est
évidemment reconduit, et Jean-Charles l'a rappelé, c'est évidemment reconduit pour 2022, mais ce qu'il faudrait évidemment, c'est d'avoir une visibilité sur 5 ou 10 ans, et peut-être que la PPE sera une façon d'introduire cette visibilité budgétaire sur les aides. Le second déclencheur, c'est la réassurance. Des incitations sans réassurance sur la qualité des travaux, ça amène à des comportements opportunistes et non pérennes, et à l'émergence d'acteurs qui sont peu scrupuleux. Et là aussi, il y a des mesures qui ont été prises ces dernières années, même si on peut regretter la lenteur au démarrage, parce que le problème a longtemps été sous-estimé. Et parce que c'est parfois plus simple, plus immédiat et plus populaire de distribuer des aides et des primes que de faire la chasse aux abus. Donc ça, c'est un point que je pense extrêmement important. La confiance des particuliers dans « je ne vais pas me faire avoir », les travaux qu'on va me proposer sont des travaux de qualité, encore une fois pour des travaux complexes, c'est essentiel. Donc il y a 3 catégories de mesures qu'on peut saluer qui ont été réalisées dans ce domaine, qui est l'interdiction du démarchage téléphonique depuis septembre 2020, des mesures de contrôle plus exigeantes dans le cadre de dispositifs des certificats d'économie d'énergie, notamment dans la loi énergie et climat et dans les textes réglementaires, et plus récemment, la forte diminution des primes depuis juillet, qui est censée avoir mis fin aux offres à 1 € pour les travaux d'isolation des combles et des sols. Je dis censé parce que si vous vous baladez un petit peu sur les sites, vous verrez que ça n'est que pour l'instant un vœu pieux, et encore des grandes anciennes, des grandes marques font la promotion des offres à 1 €. Et donc, c'est pour ça que ce sujet, ça reste un sujet qui doit être encore sous surveillance de la part des pouvoirs publics pour maintenir la confiance des consommateurs. Et puis, le troisième déclencheur, c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur. C'est celui sur lequel on a fait des progrès, mais il y a encore pas mal à faire. C'est l'évangélisation du grand public. Alors, qu'est-ce que c'est l'évangélisation du grand public? C'est le fait de pouvoir parler de la rénovation énergétique comme on parle d'une offre de consommation dans son foyer et partout à la télé, partout dans son cercle restreint amical. Avant les années 2000, le sujet, c'était un sujet de niche. C'était principalement adressé par des bureaux d'études, par des ONG environnementales, par l'ADEME. Donc, c'était vraiment un sujet d'experts. Et d'ailleurs, effectivement, on parlait de réglementation thermique. On était vraiment sur un sujet thermique. Dans les années 2000, il y a eu une première accélération avec le Grenelle de l'environnement et avec l'obligation nouvelle pour les fournisseurs d'énergie et pour les fournisseurs de carburant, et notamment des grandes enseignes de la distribution, donc Leclerc, Auchan, pour proposer des primes pour faire de la rénovation énergétique. On a vu des grandes pubs à la télé, Leclerc, Auchan, qui parlaient de rénovation énergétique. Et donc, on a adressé le sujet de la rénovation énergétique, de l'efficacité énergétique à travers la facture d'énergie. Et peut-être que l'année 2021, elle marque un nouveau tournant qui me paraît fondamental, notamment grâce aux mesures sur le DPE opposable, sur l'audit obligatoire lors d'une vente et sur l'interdiction de louer des passoires en 2025. Et ce tournant, c'est le fait qu'il y ait une appropriation du sujet par le secteur immobilier. Les agents, les notaires, les promoteurs vont se faire les ambassadeurs de la rénovation énergétique. L'argument sera plus seulement écologique et sur la facture d'énergie, il va être sur la valorisation du patrimoine. Et ça, c'est extrêmement important comme nouveau levier, nouveau déclencheur pour la rénovation énergétique, parce que c'est un sujet dont on parle tous les jours. Voilà, il y a 60% des Français qui sont propriétaires. C'est un sujet qui intéresse les Français, leur propriété et leur logement. Donc aujourd'hui, les aides sont plus lisibles, les contrôles se sont améliorés sur la qualité. Il y a une appropriation de nouveaux acteurs. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Et nous, on a un grand enjeu qu'on pousse depuis quelques années, qui est le sujet du financement. Il reste un sujet du financement et donc il reste un sujet sur lequel non seulement il y a des acteurs, les acteurs bancaires qui restent à mobiliser, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment mobilisés, et qu'on se le dise en face aujourd'hui, puisqu'on est un peu à l'heure du bilan, l'éco-PTZ est un échec de politique publique. Un échec de politique publique. Aujourd'hui, il y a 40 000 éco-PTZ qui sont distribués. 70% sont distribués aux ménages les plus aisés, les 3 derniers déciles. Donc, on est, quand on dit 40 000, juste pour vous dire pourquoi c'est un échec, quand on parle de 800 000, Jean-Charles rappelait les chiffres MPR sur la fin de l'année, 800 000 MPR, 40 000 éco-PTZ. Alors, on se fait s'auto-satisfaire en se disant, il y en a 10 000 de plus que l'année d'avant parce qu'on a rendu éligibles les gestes. Super. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet que nous, on croyait adressé par le groupe de travail de M. Sichel.
manifestement, il n'a pas été adressé. Et donc, notre proposition, elle va dans ce sens-là. Elle va dans le sens d'augmenter significativement la rémunération des banques en contrepartie d'une obligation pour distribuer ces prêts, puisque s'il n'y a pas d'obligation pour distribuer ces prêts, et j'ai bien vu les initiatives volontaires, notamment de la Banque Postale, ce ne sont que des initiatives volontaires, une obligation et une rémunération significative de cette distribution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Audrey Zermati. Sans plus tarder, je passe la parole à Andreas Rüniger, chercheur associé à l'IDRI. Bonjour à toutes et à tous. Suite à ces 3 interventions, je vais essayer de mettre un peu tout ça en perspective avec un regard de chercheur. Donc, à l'IDRI, on anime depuis plus d'1 an une plateforme d'experts sur la rénovation énergétique pour essayer de tirer un peu au clair tous ces sujets-là. Et ce que je voulais dire, et je pense que ce qui apparaît dans les interventions, c'est qu'en fait, la question de l'obligation de rénovation fait clairement partie aujourd'hui des grandes controverses sur les politiques de rénovation énergétique, au même titre qu'une autre qui est celle sur la viabilité technique et économique des rénovations très performantes. On a dans la loi aujourd'hui un objectif d'atteindre un parc de logements au niveau de performance BBC en moyenne d'ici 2050. Et derrière cet objectif, en fait, on a beaucoup de mal aujourd'hui à créer les conditions pour justement faire de la rénovation performante qui reste assez rare. Tout à l'heure, ça a été mentionné. Première chose que je voulais dire par rapport à cette controverse, c'est qu'en fait, à mon avis, le sujet est aujourd'hui mal posé, c'est-à-dire en opposant frontalement l'incitation à l'obligation. On met face à face 2 leviers de l'action politique, l'incitation à la réglementation, qui forcément vont de pair. Et que la question n'est pas tant de choisir entre l'un et l'autre, mais de voir comment les articuler et comment se servir efficacement de chacun et des différents dispositifs dont on dispose. Par rapport à ça et au débat qui souvent devient assez rapidement idéologique sur la question de l'obligation, il faut quand même rappeler qu'on a énormément d'obligations réglementaires qui existent dans le secteur du bâtiment, à commencer par la réglementation thermique pour l'existant, donc désormais réglementation environnementale pour le neuf, en passant par l'obligation d'embarquer la performance énergétique dans les grands travaux touchant au bâtiment, notamment ravalement de façade et rénovation de toiture. Des obligations qui ont été mentionnées tout à l'heure, qui ont été créées plus récemment par la loi énergie-climat et la loi climat-résilience, notamment visant les passoires thermiques, je vais y revenir. Donc en fait, on a tout un arsenal d'obligations et d'incitations, il faut travailler avec les deux, clairement, pour les mettre en cohérence. Deuxième élément par rapport à ça, je le disais, si on veut dépasser le débat idéologique sur pour ou contre l'obligation, et je lisais encore hier des tribunes justement pour et contre dans un web magazine qui s'appelle Le Drinch, qui était purement basé sur des grands principes, des grandes valeurs idéologiques, le droit de la propriété, la liberté individuelle, etc. Alors qu'en fait, dans la notion d'obligation à la rénovation, ce qui compte réellement, ce sont les dispositifs de mise en œuvre. Ça ne sert à rien de discuter pendant des années, pourtant on l'a fait pendant des années sur des grands principes d'obligation à la rénovation, si derrière on ne met pas en face les bonnes mesures pour les mettre en œuvre. Quelques exemples, quelques cas emblématiques là-dessus. L'article 22 de la loi énergie-climat de 2019 qui a été cité tout à l'heure, décrétait quelque part l'éradication des passoires thermiques. Dans la loi, il y a un article qui dit à partir de 2028, il n'y aura plus de passoires thermiques en France. Donc, on est de l'ordre de l'obligation incantatoire qui n'a aucun dispositif de mise en œuvre, dont la seule sanction prévue aujourd'hui est que les gens qui ne respectent pas l'obligation, à partir d'une certaine date, devront indiquer dans les documents de vente, enfin contrat de vente, location, annonce immobilière, que l'obligation réglementaire n'a pas été respectée. Donc clairement, on n'est pas sur une obligation dans ce cas-là. Autre cas, je le mentionnais tout à l'heure, l'obligation d'embarquer la performance thermique lors des grands travaux sur le bâti qui a été introduite par la loi de transition énergétique de 2015, elle est très peu respectée aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément d'exemptions qui sont prévues en termes de contraintes techniques, juridiques, architecturales, économiques, avec très peu de besoin de justification. Donc, on a créé beaucoup de portes de sortie. On a une sanction théoriquement qui existe, hein, une pénalité financière de 4 500 € qui est très, très rarement appliquée et qui est très peu dissuasive pour de grandes copropriétés, parce que si vous imaginez bien que s'il y a 50 lots, 50 propriétaires concernés, ils vont préférer payer chacun moins de 100 € plutôt que de s'attaquer à des travaux qui, là, peuvent monter à 10 000, 15 000 € par logement. Troisième cas qui a été mentionné tout à l'heure, l'interdiction de location de passoires thermiques via le décret d'essence, donc qui a été introduit par la loi énergie-climat, poursuivi, approfondi par la loi climat et résilience. On est sur un dispositif qui est absolument inopérable. Et tout le monde le sait. En fait, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a beau introduire un critère de performance énergétique dans le décret d'essence, qui va l'activer? Ce ne sont certainement pas les locataires, notamment les plus modestes, qui vont habiter dans ces passoires, souvent sur des marchés tendus comme les grandes villes, où ils ont déjà du mal de trouver un logement à la base. Ils ne vont pas s'amuser à attaquer, poursuivre en justice le propriétaire avec le risque de se faire mettre dehors. Donc, cette obligation-là n'est pas opérante aujourd'hui. Et je pense qu'il faut bien qu'on arrive à changer un peu de la nature des débats pour arrêter de discuter sur un volet purement idéologique et vraiment s'attaquer à ces questions opérationnelles. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Elle est opérante à la remise en location quand même. À condition que les propriétaires fassent la démarche de se signaler en tant que bailleur auprès de la collectivité et que la collectivité dise non, vous n'avez plus le droit de louer. Là, oui. Mais en tout cas, c'est des questions qui se posent. On a des exemples aussi dans d'autres pays qui ont essayé de mettre en place des obligations et des interdictions de location sur les passoires thermiques, notamment en Angleterre, où ça a plutôt très mal marché au départ. Donc, il y a aussi beaucoup à apprendre de ce que font les pays autour de nous, et le Haut Conseil pour le climat avait d'ailleurs sorti un rapport assez intéressant là-dessus l'année dernière. Troisième point que je voulais aborder, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Ce que je voulais dire par rapport à ça, parce qu'en fait, ça a été beaucoup détruit dans la presse, il y a eu des réactions assez virulentes de la part de différentes parties prenantes sur les propositions qui avaient été faites. Et en fait, pour moi, elle ne paraissait pas si révolutionnaire en matière de rénovation énergétique. C'est-à-dire que les citoyens de la Convention avaient juste constaté, comme nous tous, le retard pris dans ce secteur-là, et essayé de répondre à la question qu'on leur avait posée, comment atteindre les objectifs climatiques posés en 2030 dans un esprit de transition juste et de justice sociale. Et du coup, ils avaient proposé un ensemble d'outils qui ne concernait pas du tout que l'obligation, qui combinait une obligation progressive et assez articulée avec un renforcement de l'accompagnement et des dispositifs de soutien. Donc globalement, en fait, ce que disaient les citoyens de la Convention, c'était exactement la même chose que le Haut Conseil pour le climat dans son rapport de l'année dernière, et grosso modo la même chose que racontait également un rapport d'information de l'Assemblée nationale sur la rénovation énergétique qui avait été publié en février cette année, qui disait, pareil, il faut renforcer l'ensemble des dispositifs si on veut arriver à nos objectifs. Vous parliez tout à l'heure en termes de bilan de 800 000 dossiers MaPrimeRénov' jusqu'à la fin de l'année. L'objectif qu'on a, c'est 500 000 rénovations performantes par an. Et le seul indicateur qu'on ait par rapport à ça aujourd'hui, c'est qu'on a, grosso modo, dans les 30-40 000 rénovations qui sont labellisées BBC, selon l'association F Énergie, chaque année. Donc, en termes de rénovation performante, on est très, très loin du compte. Pour en revenir à ce qu'a raconté la Convention citoyenne, moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'il essayait de poser les bases de ce que pouvait être un nouveau contrat social sur la rénovation énergétique dans le bâtiment. Avec d'un côté un signal clair, donc une obligation de rénovation progressive dans le temps qui s'attaquerait d'abord aux maisons individuelles, ensuite aux copropriétés, un renforcement massif des aides. Donc, il parlait d'un x3, x4 sur les aides publiques pour atteindre un volume stable uniquement d'aides de 10 à 12 milliards d'euros. Un principe de zéro reste à charge pour les ménages très modestes. Je pense que c'est une notion qui est aujourd'hui acquise politiquement. Il faut voir comment la mettre en œuvre. Et puis derrière, un accompagnement de A à Z pour les ménages. Donc de A à Z, voulant dire de la sensibilisation à l'information initiale à l'accompagnement dans le montage technique et financier des travaux, voire même en prenant un rôle d'opérateur des travaux
et en pouvant garantir la qualité derrière, avec notamment de l'évaluation du suivi ex post. Donc voilà, en fait, on a un ensemble d'outils qu'il faut mettre en place pour que ça marche. Et clairement, là-dedans, il n'y a pas de choix entre l'obligation et l'incitation. En conclusion, je voudrais revenir sur un dernier point, je pense qu'on a abordé un peu tous en filigrane, c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour atteindre des rénovations performantes. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on arrive assez bien à multiplier le nombre de gestes de travaux, mais en ce qui concerne MaPrimeRénov', on reste avant tout sur du remplacement de chaudière, des gestes uniques d'isolation, ce qui est normal, parce qu'en fait, ça s'inscrit beaucoup plus logiquement dans ce que les ménages ont l'habitude de faire et dans l'entretien naturel du bâtiment. Il ne faut pas oublier, en fait, vous avez parlé tout à l'heure des déclencheurs de la rénovation. Le principal déclencheur aujourd'hui, ce ne sont pas les subventions. C'est l'entretien du bâti. Je rénove ma chaudière avant tout parce qu'elle est cassée ou parce qu'elle est vétuste. Je remplace mes fenêtres parce qu'elles sont vieilles, que l'air passe, etc. Donc, l'entretien reste le premier déclencheur, mais il faut voir ce qu'on en fait derrière. Et en ce qui concerne les rénovations performantes, avant même de parler obligation, incitation, nous, avec le groupe d'experts, on a essayé de définir une nouvelle notion qui serait la viabilité économique. Donc, l'idée qu'aujourd'hui, il ne faut pas uniquement raisonner en termes de rentabilité financière, quel est le retour d'investissement, est-ce que le ménage s'y retrouve en 10 ans, mais plutôt que de parler uniquement rentabilité et taux d'intérêt, s'intéresser à la viabilité au sens large autour de 3 notions. La profitabilité, qui peut intégrer à la fois les bénéfices financiers directs, donc c'est la réduction de la facture énergétique. Ça peut être demain la valeur verte. Audrey Zermati en a parlé. Un des gros intérêts d'une obligation de rénovation généralisée, c'est quand même aussi de rendre explicite la valeur verte des rénovations énergétiques pour tous les acteurs du marché immobilier. Donc c'est quand même pas négligeable en termes d'équilibre économique des rénovations. Mais nous, dans la notion de profitabilité, on met également tous les gains de confort, de santé, d'esthétique, qui sont des déclencheurs très importants pour la rénovation aujourd'hui. Le deuxième aspect clé de la viabilité, c'est la sécurité. Ça a été évoqué, il faut réduire au maximum les risques pour les ménages. Et c'est très, très important quand on parle rénovation performante et rénovation VUC. On est sur un marché qui est quasi inexistant aujourd'hui en dehors des grands bailleurs, des grands opérateurs immobiliers. Et du coup, on ne peut pas raisonnablement demander aux ménages de faire quelque chose que personne d'autre ne fait. Donc, si on veut les amener à faire des rénovations performantes, il faut réduire au maximum les risques. Il faut arriver à leur garantir la qualité des travaux en faisant, du moins sur les premières années, les premières opérations, un suivi systématique après travaux. Et le dernier point, c'est la solvabilité. Donc, plutôt que de chercher uniquement la rentabilité, c'est la question de respecter l'équilibre en trésorerie de l'opération. Comment est-ce que je fais en sorte que le ménage ne paye pas plus après les travaux qu'avant les travaux, en combinant à la fois la composante facture énergétique et la composante remboursement des travaux. Comment je crée des dispositifs qui permettent de financer intégralement les travaux en amont, donc pour que le ménage n'ait idéalement rien à dépenser au départ, et qui récupère derrière les aides et qui se rembourse dans le temps. Et puis derrière, il y a aussi un gros enjeu, vous l'avez évoqué, Audrey Zermati, l'éco-prêt à taux zéro aujourd'hui est très faiblement distribué et il est essentiellement pour les ménages aisés. Donc il y a aussi beaucoup à travailler sur les notions de charges d'endettement, donc de taux à l'endettement, notamment pour les ménages modestes, mais aussi de réticence à l'endettement. Il y a des ménages qui pourraient aujourd'hui s'endetter pour faire des travaux, ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas envie de porter ces prêts dans le temps et ils n'ont surtout pas envie de le porter sur le long terme. Vous parliez de reformer l'éco-prêt à taux zéro, moi ça me semble indispensable. Et au-delà de ce que vous disiez sur renforcer l'attractivité pour les banques, je pense qu'il y a 2 leviers sur lesquels on peut travailler qui sont assez peu coûteux pour l'État. C'est de rallonger la durée maximale de l'éco-prêt à taux zéro, qui est aujourd'hui de 15 ans, la porter à 30 ans, pour justement être en phase avec l'amortissement de travaux très ambitieux. Et l'autre volet, c'est de fortement augmenter le prêt en volume pour aller jusqu'à 100 000 € et pouvant couvrir non seulement les travaux directement liés à la performance énergétique, mais l'ensemble des travaux de rénovation, y compris d'embellissement, de surélevation, d'augmentation de surface, parce que justement, le ménage cherche à financer l'ensemble des travaux. Et ce n'est pas une mesure qui coûte très cher à l'État comparée aux subventions directes. Et je vous dis ça parce qu'en fait, c'est dans d'autres pays, ça existe. En Allemagne, les prêts équivalents à l'éco-prêt à taux zéro aujourd'hui peuvent aller au maximum sur 30 ans et jusqu'à une enveloppe de 120 000 €. Donc voilà, on a un peu tous les ingrédients qu'il faut pour y arriver.
Merci beaucoup, Andreas. Alors, on n'a pas beaucoup de temps d'échange vu qu'on a pris du retard dès le début de la table ronde et qu'on a un peu dépassé les temps de parole. Je vais peut-être juste revenir sur les propositions qui ont été faites autour de cette table ronde et demander l'avis justement à monsieur le député, notamment. Alors, il y a une proposition notamment d'inciter davantage en triplant, voire quadruplant l'investissement public dans la rénovation énergétique des logements privés, inciter, voire obliger les banques à distribuer davantage d'éco-prêts à taux zéro. Et on a mentionné aussi des obligations sur l'immutation immobilière. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces propositions qui ont été faites? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà discutées entre parlementaires? Donc voilà, on serait très intéressé d'avoir votre retour. Merci pour ces propositions. Oui, la pérennité des niveaux d'aide et de subvention peut être déjà acquis dans le plan de relance, voire les amplifier si j'écoute Madame Gauthier de la FNH. Moi, je suis assez d'accord sur ce sujet. Et finalement, Audrey Zermati l'a dit aussi. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on porte, je crois, avec Anthony Sellier, c'est que comme il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie, où finalement on donne la trajectoire de la France sur les 5 et 10 ans qui viennent en termes énergétiques, de mix énergétique, de subventions au solaire, à l'éolien, à l'ensemble des énergies, eh bien, il faudrait qu'on soit capable d'avoir une programmation pluriannuelle de la rénovation énergétique, une feuille de route à 5 et 10 ans qui donne effectivement une stabilité et une lisibilité de l'accompagnement public. Parce que c'est vrai, et on le sait en France, que ce que fait un gouvernement de façon très volontariste, bien, notre gouvernement peut le changer lorsqu'il arrive aux responsabilités. Donc, c'est important d'avoir cette trajectoire et cette lisibilité. Ça, j'y souscris. Et l'idée d'une programmation pluriannuelle de la rénovation énergétique, c'est une des pistes. Le sujet de l'éco-prêt à taux zéro, effectivement, moi, le diagnostic a été posé, les mots sont durs, hein, c'est vrai que ce n'est pas à la hauteur des attentes qu'on avait mises sur ce dispositif. Il faut donner plus d'intérêt aux banques de le promouvoir, c'est vrai. C'est compliqué aussi pour les banques parce que souvent, ça concerne des ménages modestes et c'est un public qui est difficile à adresser. Il faut aussi un lien avec pourquoi pas une garantie de l'État via la Banque de France pour sécuriser aussi les banques qui parfois, avec un public qui peut être interdit bancaire ou qui a des difficultés, eh bien, les banques ne sont pas très motrices pour le promouvoir. Et les propositions aussi de M. Andreas Rüdinger sont intéressantes pour regarder un élargissement de l'assiette ou du taux de ces prêts. Donc, oui, merci pour ces propositions que je trouve très constructives. Merci beaucoup, je suis vraiment navré, on va devoir interrompre la table ronde et donc interrompre ces échanges. Je suis sûr que même entre nous, on pourra y revenir par la suite. Donc on va céder la place à la prochaine table ronde. Merci à tous nos intervenants d'avoir pu consacrer du temps à cette table ronde et d'avoir émis leurs propositions pour améliorer les politiques publiques de la rénovation énergétique. Merci à très beaucoup. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.